Les prochains invités se battent pour défendre les travailleurs qu'ils représentent. Voici Jean Poirier, Marc Maltais et Magali Picard. Battez-vous pour ceux qui rêvent de justice et puis d'égalité des chances, d'un minimum de points, d'un certain bien-être collectif, du partage de la connaissance, pour que tous comprennent enfin. Battez-vous, débattez-vous pour ceux qui... Bienvenue à vous trois, bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Merci. Jean Poirier, vous êtes président général des machinistes représentant les employés d'Aveos. Oui. Marc Maltais, vous êtes président de la section locale 94-90 Alma du syndicat des métallos. Oui. Magali Picard, vous êtes vice-présidente suppléante de l'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec. Oui, absolument. Vous représentez tous et toutes des travailleurs licenciés ou en lock-out. Monsieur Poirier, Aveos est une entreprise d'entretien aéronautique qui a brusquement fermé ses portes le 19 mars dernier. 2600 personnes ont perdu leur emploi, dont 1800 à Montréal. Certains employés ont été appelés le dimanche pour se faire dire de ne pas rentrer le lendemain. D'autres l'ont su par le biais des nouvelles. Est-ce que les employés ont enfin eu leur dernier chèque ou est-ce qu'ils ont touché leur assurance-emploi? Écoutez, ils ont eu un chèque de paye. Ça a pris 6 à 7 semaines. Les drames sont déjà là. Quand on parle de drames, on parle de gens qui ont dû remettre des clés de maison après un mois. Les drames sont arrivés. Qu'on ait un chèque de paye avec plein d'erreurs en passant, après 6 à 7 semaines, c'est inacceptable. Air Canada a été privatisé en 1988. Quand Aveos est né en 2008 dans la foulée de la restructuration d'Air Canada, elle a tout de suite inquiété les représentants syndicaux. Pourquoi? Quand ils ont privatisé, on avait le ministre Bouchard qui était là à l'époque, qui disait qu'il ne pouvait pas vendre ce projet de loi-là au Québec puis au Manitoba, quand on pensait que si les centres de révision de Montréal et du Manitoba et de Toronto n'étaient pas préservés, le projet de loi n'aurait pas passé dans les provinces. Là, aujourd'hui, on se retrouve qu'on est en 2012, la loi est encore en vigueur, mais les emplois sont partis. On a une loi bafouée, on a une police qui protège cette loi-là. Cette police-là, ça s'appelle le gouvernement conservateur, qui présentement est un dictateur, OK? C'est clair, net et précis. Moi, là, demain matin, je m'en vais voler une banque, là. On va m'arrêter. Air Canada, présentement, contrevient à la loi, puis la police de cette loi-là, c'est le gouvernement fédéral qui applique rien aujourd'hui. Vous avez demandé aux 2 paliers de gouvernement de prendre des recours contre Air Canada. Ottawa a refusé. Québec est passé à l'action. Une requête a été déposée en Cour supérieure pour forcer Air Canada à entretenir certains de ses appareils à Montréal. Est-ce que c'est une lueur d'espoir pour les travailleurs? On a des investisseurs présentement qui sont prêts à acheter la business. Il faut que le gouvernement fédéral vienne s'asseoir à la table, qui amène Air Canada, qui est force, qui s'assoit avec les investisseurs, qui s'assoit avec nous, le syndicat qui représente ces travailleurs-là, puis qu'on reparte ce business-là. Qu'est-ce qu'on vous répond à Ottawa quand vous leur parlez? Écoutez, c'est une porte fermée. Moi, je me suis assis dans le bureau de M. Denis Lebel. La loi, c'est la loi, puis on va checker nos avis juridiques. Écoutez, les avis juridiques, là, quand tu es d'un bar puis tu veux prendre pour le bar, ton avis juridique va sortir de ton bar. Hein? Mais s'il serait pour les travailleurs, cet avis juridique-là, il sortirait complètement différent. Fait que là, au moins, on a des provinces qui se lèvent, on a des provinces qui sont prêtes à aller se battre. Moi, je crois que la population, au niveau du Québec, au niveau du Canada, va se lever, puis on va falloir les forcer. Sinon, qu'ils nous mettent un message clair. Et la loi, encore aujourd'hui, stipule que le transporteur est tenu d'exécuter les travaux de maintenance et de révision de sa flotte aérienne au Canada, notamment à Montréal. Puis moi, je voyage beaucoup en avion, mais c'est inquiétant, les travaux de maintenance et les révisions. On a envie de savoir où est-ce que ça se fait et par qui et de quelle façon. Écoutez, moi, je pense aujourd'hui, Air Canada joue une petite game pour ne pas envoyer ça au niveau du El Salvador pour tout de suite. Puis, je ne sais pas si vous le savez, mais Magali, présentement, qui est à côté de moi, représente les inspecteurs de Transport Canada. Les ex-inspecteurs. Oui, parce qu'il y a eu des coupures. Les ex-inspecteurs. Oui, moi, quand j'ai commencé à travailler, parce que moi, j'en suis un technicien avion qualifié, j'avais un inspecteur de Transport Canada qui pouvait débarquer n'importe quand dans les hangars pour s'assurer que, 1, j'étais certifié, 2, que j'employais les bons manuels, parce que réparer un avion, c'est pas réparer un auto. Il faut suivre step by step parce que le manuel peut changer du jour au lendemain. Donc, tu avais un inspecteur de Transport Canada qui venait te voir, qui était là, puis qui s'assurait que, regarde, Jean Poirier, là, je te suis toute la journée. Tu prends-tu les bons outils? Es-tu certifié? Tu fais-tu le bon travail? Puis là, l'inspecteur, il y en a moins. Il n'y en a plus. Il y en a plus. Inspection physique, il n'y en a plus du tout.
Madame Picard, vous êtes vice-présidente suppléante de l'Alliance de la fonction publique du Canada, région du Québec. Dans son dernier budget, le ministre Jim Flaherty a annoncé l'abolition de plus de 19 000 postes au sein de la fonction publique canadienne. En date du 30 avril dernier, plus de 5 000 personnes avaient reçu un avis les informant qu'ils pouvaient perdre leur emploi. Ça, c'est pas clair. Ça veut dire qu'ils peuvent le conserver aussi. Expliquez-nous comment ça Je vous fonctionne. explique. Ce que le gouvernement fait, c'est qu'il les avise que la fonction de leur poste est touchée. Mais honnêtement, on peut s'entendre. Je vais vous donner des chiffres rapidement. Anciens combattants Canada, 261 agents service aux clients. Ça, c'est des gens de première ligne qui donnent des soins et des services à des militaires comme à Valcartier qui reviennent de mission. Sur 261, on abolit 75 postes. Okay? Les inspecteurs. Tout le monde ici a entendu parler de la listériose, il y a eu des décès. Le gouvernement du Canada s'est rendu compte après cette épidémie qu'il y avait un problème au niveau de l'inspection des aliments. On créé des postes, 100 postes d'inspecteurs. Mais là, on n'entend plus parler, on vient d'abolir ces 100 postes-là, ils n'existent plus. Okay. Donc, jusqu'à la prochaine crise, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres morts, on réagira une fois qu'on aura d'autres décès. Donc, si l'avion tombe pas, on peut se faire empoisonner dedans. Voilà. Okay, finalement, on a des gros jambons infectés qui passent au-dessus de nos têtes actuellement. C'est paniquant. On a des inspecteurs qui faisaient des inspections physiques. Jean l'a bien décrit, ça n'existe plus. On est conscient que l'inspecteur, ça a été déréglementé. La compagnie aérienne, c'est vrai qu'elle a un inspecteur, mais lui, il est redevable au profit de l'entreprise. Avant de garder un avion au sol, puis ça, écoutez, il y avait des moyennes, des statistiques. On pense qu'à Montréal, à Trudeau, on pouvait garder jusqu'à 20 avions au sol par semaine. Les inspecteurs de Transport Canada, en moyenne, retenaient jusqu'à 20 avions cloués au sol. Écoutez, souvent quand on se fait dire, là, en tout cas ça c'est mon interprétation, là, mais écoutez, l'avion, on avait overbook, on avait surchargé. C'est pas toujours ça, là, c'est qu'il devait changer d'avion parce que celle-là était retenue au sol. Puis tant mieux si on ne le sait pas, je veux pas être alarmiste, là. Mais c'est ce qui se passe maintenant. Mais comme par hasard, il n'y en a plus à peu près d'avions qui sont cloués au sol. Ça va bien maintenant. Ah bon? Mais oui, ça va bien. Très, très bien. Donc, bon vol. Hein? Donc, au niveau du El Salvador, là, présentement, là, Transport Canada va donner une certification au El Salvador pour employer le système LGS, qui est le système de gestion de sécurité. C'est qu'ils remettent la sécurité aérienne dans les mains des gestionnaires d'entreprises privées. Au El Salvador. Exactement, mais partout. Présentement, c'est pour ça qu'il n'y a plus d'inspecteurs. Fait qu'aujourd'hui, il n'y aura pas d'inspecteur de Transport Canada qui va débarquer dans les installations au El Salvador. La sécurité aérienne va être faite par eux autres. Le gouvernement, j'entendais le ministre Moore venir ici, là, je l'écoutais parce que j'écoute votre émission chaque semaine. On vous a reconnu. Non, mais honnêtement, il se présente ici, à part de connaître le bottin de l'UDA en 3 minutes, il m'a vraiment impressionné, là, mais au-delà de ça, écoutez, il y a eu, j'étais chez moi, puis honnêtement, puis il y a plein de mes collègues, mes amis qui ont eu la même réaction quand il y a des questions qui ont été posées, disaient, mais ces coupures-là, c'est cher au niveau des services, des impacts sur la population. Il a vraiment répondu en disant, mais on coupe des fonctionnaires. On coupe des fonctionnaires, c'était quasiment comme il y avait mal au cœur, là, tu sais, c'était tellement pas important. C'est comme si les fonctionnaires, là, on en coupe 20 000. Mais il n'y en avait pas trop de fonctionnaires, madame? Non. Non? Non, vraiment pas. Parce que, je suis pas certaine si je demandais aussi aux gens, ça fait quoi un fonctionnaire fédéral? Quand, là, on est pris sur le fleuve, puis on fait le 911, bien, l'appel est transféré aux gens du Centre de recherche et sauvetage à Québec. Ces gens-là, ça a été créé il y a 35 ans, ce centre-là, parce qu'ils ont réalisé à quel point que le fleuve Saint-Laurent était complexe, à quel point c'est important de répondre aux gens qui sont en crise et que ça soit en français dans ta langue maternelle. T'appelles, puis je suis prêt à Saint-Hyacinthe, à Saint-Agapi, tu sais, c'est pas toujours clair, là, t'es sur l'eau, puis ça va pas bien. Mais ce centre-là, le gouvernement conservateur, le gouvernement Harper décide de le fermer. Donc, il n'y en a plus. Le centre va être transféré à Trenton, où les gens qui vont répondre, et ça ne sera pas dans la langue. Ben, c'est ça. Fait que c'est plein d'histoires comme ça, mais les gens ne sont pas conscients des services qui sont offerts. Puis ça, je pense que c'est honnêtement notre devoir. Comme je le disais tantôt, notre but, c'est pas d'alarmer les gens. Parce que c'est sûr que tu arrives, tu dis, ben ton steak, je sais pas si ta viande a été inspectée correctement. Puis ton avion, je sais pas si elle rencontre les normes. Ça peut être très, très préoccupant. Puis les gens vont nous dire souvent, les syndicats, vous arrivez toujours avec des histoires, tu sais. Mais on ne peut pas être silencieux, on ne peut pas voir ça. Oui, sauver des jobs, c'est notre job. Accompagner les gens, là, 20 000 personnes, dans les communautés, souvent, les gens, le gouvernement est souvent en région. Donc, on abolit des salaires et des employés et des de qualité. Activités économiques. Mais oui, ils vont plus aller au cinéma, ces gens-là, ils iront plus manger au restaurant, ils ne jetteront pas de voitures neuves, voyageront plus. Mais ça, notre gouvernement nous dit qu'ils vont créer des postes. Monsieur Maltais, vous êtes président de la section locale 94-90 ALMA du syndicat des métallos.
Rio Tinto Alcan a décrété un lock-out à son usine d'Alma le 1er janvier dernier. Bonne année. Oui. L'entreprise veut remplacer les travailleurs syndiqués qui arrivent à l'âge de la retraite par des sous-traitants qui seraient payés moins cher selon vous. Vous avez rejeté cette concession. 780 travailleurs sont touchés. Donc, pour vous, le nerf de la guerre, c'est la sous-traitance. La sous-traitance, parce qu'elle a un impact direct sur nos communautés. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a 2 industries majeures. L'industrie du bois qui vit une crise depuis le début des années 80 et la production d'aluminium. Donc, pour nous autres, opérant l'aluminerie la plus rentable au monde, selon les données de Rio Tinto, on pense que c'est tout à fait normal d'avoir des bonnes retombées dans notre région. La sous-traitance, bien entendu, on n'attaque pas les fournisseurs de services. On n'a rien contre des gens qui ont des expertises que l'on n'a pas. Qu'est-ce qu'on veut éviter, nous autres? Et peu importe la façon dont ça va s'articuler, on veut éviter que des emplois bien rémunérés soient transformés dans du cheap labor, des gens justement qui vont être rémunérés quelquefois la moitié de notre salaire. Pour nous autres, on veut pas seulement justement que les gens survivent chez nous, on veut qu'ils vivent bien et qu'ils s'émancipent. Donc, puis avec tous les avantages fiscaux, les subventions, les prêts sans intérêt, pour les 700 emplois dans l'aluminium dans ma région, on finance, comme citoyen québécois, 84 000 $ par emploi chaque année. Donc, pour nous autres, c'est tout à fait normal de le demander, même de revendiquer des bons emplois pour garder un niveau salarial dans nos régions qui est quand même raisonnable. Vous et d'autres employés en lock-out avez marché du Lac-Saint-Jean jusqu'à Québec où vous êtes arrivés ce matin. La marche de l'énergie vous a mené jusqu'à l'Assemblée nationale où vous avez déposé une pétition pour dénoncer Rio Tinto Alcan qui profite, selon vous, du lock-out pour vendre son surplus d'électricité à Hydro-Québec. Et selon le syndicat, ce sont des revenus bruts de 14,5 millions de dollars pour Rio Tinto Alcan. Donc, le lock-out est payant pour la compagnie. Depuis le déclenchement du lock-out, il y a 55 millions de dollars que les Québécois, tous nous autres, on finance ce lock-out-là. Moi-même, comme citoyen du Québec, je finance mon propre lock-out. 55 millions de dollars que Rio Tinto a vendu d'énergie à Hydro-Québec qui n'en a pas besoin. Donc, pour nous autres, le rapport de force, puis ce qu'on crée, c'est que le conflit perdure. Parce que dans un conflit de travail traditionnel, bon, les travailleurs se privent de leur salaire et le patron, l'employeur... se prive de ses revenus. Exactement, mais l'équilibre traditionnel n'est plus là. Donc, pour nous autres, c'est effectivement nécessaire de mettre la pression et sur le gouvernement qui a signé cette entente-là, parce que ça n'a pas de bon sens. Au moment où on se parle, le lock-out qui a été décrété est vu légalement comme un cas de force majeure. Nous autres, on peut comprendre, dans un cas de guerre civile, une sécheresse ou des bris majeurs, que l'énergie soit turbinée pour justement le bénéfice de tous les Québécois. Mais maintenant, la compagnie a déclenché un lock-out et peut vendre l'énergie. Donc, pour nous autres, la complicité du gouvernement du Québec, elle est très grande. Le gouvernement dit qu'il est neutre. On a des briseurs de grève qu'on a trouvés. La compagnie, la multinationale, ne respecte pas les lois du Québec. Le gouvernement prétend être neutre. J'écoute mes confrères dire le gouvernement n'intervient pas, toi la porte est fermée, de ton côté ils veulent pas se mêler de ça. Quand c'est le temps de passer une loi spéciale pour sabrer les conditions de travail des organismes qui les regardent pas, quand c'était le temps de prendre une loi spéciale dans le conflit, mais c'était même pas un conflit, commencer la négociation avec les pilotes d'Air Canada, ils sont très rapides le gouvernement à intervenir. Oui, c'est encore vous autres, ça. La loi matraque. Mais ça, ils interviennent rapidement. Mais lorsque une compagnie il y a une loi qui les oblige à traiter les opérations ici, tout d'un coup, on les voit pas. Il y a quelque chose qui se passe, c'est assez spécial. Chez nous, c'était très spécial, presque théâtral. On a fait une plainte pour justement dénoncer les briseurs de grève qui nous passaient par-dessus la tête en avion et en motoneige. La ministre du Travail a dit, j'ai eu une plainte du syndicat comme de quoi il y aurait des briseurs de grève. Elle a dit, lundi, on va envoyer des inspecteurs. L'équivalent, c'est comme dire, bon, je viens à Montréal, vendredi, je vais dérober la banque. Qu'est-ce qui va m'attendre? J'espère que la police va être là. Donc, pour nous autres, le gouvernement qui se prétend neutre, c'est tout à fait une fabulation. Parce qu'à l'heure actuelle, l'entreprise ne souffre pas. Les travailleurs qui, aujourd'hui, ça fait plus de 4 mois, on est en lock-out, puis je vous dirais la compagnie est prospère. La compagnie est prospère. Effectivement, c'est anormal. Monsieur Poirier, l'ancien premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson, siège au conseil d'administration de ACE, qui a vendu les divisions d'Air Canada en pièces détachées, Aveos, Aéroplan, Jazz, etc. ACE est maintenant une coquille vide, pleine de cash, que les actionnaires vont se partager à la dissolution. On parle de 350 millions de dollars. Vous avez récemment manifesté devant la maison de Pierre-Marc Johnson, en fait, son appartement. Présentement, M. Johnson, je l'appelle le valet du roi. OK? Parce que le roi de toute cette manigance-là, aujourd'hui, où c'est qu'on en est rendu, il y a un nom, puis il s'appelle Robert Milton. Parce qu'en 2004, quand Air Canada s'est mis sous la protection de la faillite, M. Milton est venu voir les employés. Ils ont dit, faites des concessions, gelez vos salaires, il faut sauver Air Canada. Qu'est-ce qu'il n'a pas parlé aux employés? C'était son plan de démantèlement. Fait qu'il s'est mis à vendre Jazz.
On va engraisser les poches de nos actionnaires. Ça n'a pas été retourné à Air Canada, ça. Ça a été retourné à la maison mère qui s'appelait Ace Aviation. Qu'est-ce que Guy parle? Aéroplan, encore des milliards de dollars. La maintenance et services techniques, nous autres, plus de 800 millions. Fait qu'en 10 ans, ils se sont mis plus de 5,6 milliards dans les poches, qui ne sont pas retournés dans les coffres d'Air Canada pour sauver cette compagnie-là. Parce qu'aujourd'hui, là, on parle d'Air Canada qui sont les mauvais. Mais pour moi, le plus grand mauvais, c'est Robert Milton puis Ace Aviation. Monsieur Maltais, la chef de la direction de Rio Tinto, Jacinthe Côté, garde l'espoir de s'entendre de façon raisonnable avec son syndicat. Le 6 avril dernier, les négociations ont été rompues entre vous et la direction et aucune date n'est prévue pour une rencontre future. À l'heure actuelle, ils font une bonne business, excusez l'anglicisme. Donc, pour eux autres, effectivement, ils veulent utiliser le temps pour nous essouffler, pour nous mettre à genoux. Mais bien entendu, puis ça, c'est ça qui est positif. Je pense qu'au Québec et dans notre région, les syndicats, on a mis nos drapeaux à terre. Il n'y a plus de question d'allégeance. Le Québec est attaqué au niveau syndical. Il y a 11 conflits de travail au moment où on se parle. Il y a 9 locales et seulement 2 grèves. Le patronat veut nous donner du bâton. Donc, ça a créé cette nécessité. D'ailleurs, on devrait peut-être les remercier, ces grandes compagnies-là, même nos gouvernements, qui sont en train, dans le fond, de réveiller un monstre. Je pense qu'écoutez, la solidarité, c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais nous enlever. Sur l'argent, Rio Tinto vaut 345 milliards. On ne les essayera pas sur l'argent, mais il y a quelque chose qui nous prendront jamais. Notre capacité à être ensemble, puis livrer une juste cause, puis le faire ensemble. Merci infiniment de nous avoir expliqué vos drames et vos luttes. Merci à vous trois. Est-ce que vous restez avec nous?